trouve que dans un certain nombre d'associations transparentes, je trouve que le président est souvent le président de la collectivité ou le maire, quoi. Donc du coup, il y a une volonté aussi de corriger ça, de protéger les élus. Donc c'est important de ça. Donc, après, une fois que la loi est votée, c'est tous les EPCC, il y en a à ma connaissance, là maintenant il y en a, on va dire qu'il y en a une petite centaine d'EPCC, ça s'est multiplié très vite, là, depuis 2-3 ans, mais je vais pouvoir revenir là-dessus. Il n'y en a pas un qui a été créé à l'initiative des professionnels, ça c'est clair. C'est vraiment les collectivités qui décident de créer un EPCC. La plupart, au début, ont repris des activités d'association. Il y en a très peu qui sont nés de toutes pièces, des trucs qui sont nés d'un projet. Et ce qui veut dire que la coopération, en tout cas au départ, elle est entre collectivités, on va dire après, avec les équipes et les directions de structure, elle est un peu théorique au départ. C'est vraiment, c'est inventé. C'est inventé au fil du fonctionnement, mais ouais, donc voilà. Donc ça vient du haut, clairement, ça vient du haut, c'est une volonté politique de créer des structures qui correspondent. Et c'est clairement, au moment de la mise en œuvre de la loi des premiers EPCC, il était dit qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre d'obligations qui n'étaient pas forcément écrites dans la loi, mais qu'il fallait que ce soit des structures de rayonnement au moins national, que un budget inférieur à 1 million d'euros, ça ne justifiait pas de créer un EPCC parce qu'il y avait une certaine lourdeur de fonctionnement, une lourdeur administrative qui faisait que sur des structures qui avaient. Alors que maintenant, il y a des EPCC qui ont des budgets inférieurs. Il y a un certain nombre de choses, que c'était qu'il fallait au moins l'État et 2 autres collectivités, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que l'État n'est plus obligatoirement dans les EPCC. Donc le fonctionnement et les modes de coopération dans les EPCC sont inventés au fil du fonctionnement. Et moi j'ai la chance, j'ai travaillé dans 2 EPCC, j'ai la chance d'être dans 2 qui fonctionnent très bien. Mais parce que, par contre, ça, au quotidien, je pense, et dans le fonctionnement, ça a vraiment ça a deux mérites. Mais après, on pourra aller dans le détail, c'est pas rigolo de le. Ça a 2 mérites très importants. Le premier, c'est que ça remet de la politique dans la culture. Et ça remet les politiques à leur endroit, à leur bonne place. C'est-à-dire que les politiques, les élus, les collectivités, l'État, ils définissent le projet. Le projet et une mission. C'était des statuts types au départ, on les a fait évoluer, les statuts, etc. Mais là, c'est leur boulot. Le maire de la ville, il n'a pas à décider qu'il faut de la programmation d'un lieu, par exemple. Mais par contre, à partir du moment où il file, par exemple, en l'occurrence, la métropole à Amiens donne 1,7 million par an, à partir du moment où une collectivité donne 1,7 million à une structure, on peut considérer qu'il y en a effectivement, on va dire, sur le projet, sur les grandes missions de cette structure. Par contre, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'il n'est pas de danseur tout nu sur scène, c'est clairement qu'il n'est pas. C'est évidemment qu'il n'est pas à sa place à ce endroit-là. Donc ça remet la politique, ça remet la politique dans la culture. Et nous, les acteurs dans la culture, on est toujours en train de dire que la culture est politique, Au moins, ça c'est bien, parce que ça remet la politique au sens noble, au bon endroit. Ça c'est intéressant. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement les choses sont très claires par rapport aussi par rapport au fait qu'un EPCC, c'est bien dit que c'est une administration publique autonome, et le directeur, quand ça fonctionne bien, quand le directeur a une personne, ça le renforce vraiment, même malgré un certain nombre de dysfonctionnements sur les territoires, mais le directeur il est vraiment mandaté pour mettre en œuvre un projet qui a été choisi par son conseil d'administration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, au moins sur la durée du mandat, si les activités correspondent au projet tel qu'il a été choisi, que ce projet lui-même, parce qu'il a été choisi par le conseil d'administration, correspond aux missions telles qu'elles ont été définies par les collectivités qui ont essayé de créer le PCC, le directeur il est vraiment dans une position très forte par rapport à ses financeurs en l'occurrence. Ça, c'est un avantage qui n'est pas toujours pareil, c'est qu'en fait, ça met les collectivités à la même hauteur en termes de décision, même si les financements sont pas à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un infléchissement des missions d'un EPCC. Il ne peut pas se décider en dehors du conseil d'administration. Donc imaginons, nous on est là, le BMCA c'est une scène nationale, avec les missions qu'ont les autres scènes nationales, diffusion du spectacle, soutien à la création, action culturelle au sens large, donc avec en particulier, comme nous, dans l'occurrence, il n'y a que trois collectivités dans le PCC, l'État, la métropole et le département. C'est évident que le département, pour lui, l'action culturelle et l'action sur le territoire, ça détermine effectivement des tournées décentralisées, des actions dans les collèges, etc. L'État, ils s'en fout un peu de ça, en vrai. Par rapport au cahier des charges du système national, quand il parle d'action culturelle, c'est pas forcément comme ça. On pourrait imaginer que le cahier des charges du système national évolue, qu'on aille plus sur la diffusion du spectacle et le soutien à la création, et que la partie médiation, ce qui ne sera pas le cas, hein, ça, c'est évident en l'état actuel, enfin, par rapport aux évolutions actuelles, c'est vrai, mais que ça diminue. Et dans une association, l'État pourrait très bien dire aux organisations, écoutez, c'est moi qui paye le plus,
Donc là, le département, s'il veut que la décentralisation, ça continue, mais il va falloir qu'il rate un peu plus, quoi. Dans un EPCC, changer les missions, changer les activités, ça ne peut se décider que du CA, et chacun a la même voix au niveau du conseil d'administration, quel que soit le financement qu'il apporte. Après, il y a des tractations politiques. C'est comme une coopérative, alors, les EPCC. Sur ce côté-là, d'autant plus que dans les CA en général, on parle en général, dans la loi, il y a des personnalités qualifiées qui sont soit des professionnels, soit vraiment des gens qui viennent de la société civile et des représentants des salariés, qui ne sont pas les représentants du personnel, les représentants des salariés qui peuvent être les mêmes, mais qui ne sont pas forcément, c'est pas obligatoire. Donc du coup, effectivement, alors après, ça veut dire que pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une vraie volonté, effectivement, de coopérer au niveau du CA, et que de la part des représentants des collectivités, enfin des membres du CA, et de la part aussi des acteurs, de nous-mêmes, on va dire des directrices, directeurs et des autres professionnels qui peuvent être au CA, parce que c'est finalement un changement de... C'est un peu un changement de fonctionnement par rapport... c'est-à-dire, on n'est plus dans la relation... C'est-à-dire que quand ça se passe bien avec moi, parce que j'ai pu, on ne parle pas de pognon avec nos financeurs. On ne parle pas d'argent au départ. On parle de mission, on parle d'activité, on parle de contenu. Enfin, pas de contenu, on parle vraiment d'activité et de mission. Et en face de ces missions, à partir du moment où elles correspondent par rapport aux missions telles qu'elles sont définies dans les statuts, automatiquement il y a un budget. Enfin, il y a une valeur. Du coup, c'est assez facile de. Enfin, c'est assez facile. Pour ce que j'ai vécu, c'est pas facile d'aller récupérer plus d'argent, mais de pérenniser les financements, parce que les missions elles sont validées. Elles sont garanties par les collectivités, en l'occurrence, et non par les gens qui financent. Donc du coup, c'est des relations, peut-être une vision angélique, parce que les deux EPCC dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, ça fonctionne bien. Il y a des endroits où c'est difficile, c'est compliqué, il y a des volontés d'ingérence de la part des élus. Et quand ça fonctionne bien, quand c'est sur des bases intelligentes, vraiment de collaboration, ça renforce vraiment, ça a le mérite de mettre chacun à sa place, je trouve. Et ça place pas dans le sens remettre à sa place, parce que chacun fait sa place. Que quand les élus, quand les politiques, ils sont à leur place, on parle de politique et de grandes missions, c'est quoi un service public de la culture? En plus, on est toujours en train de dire dans la culture qu'on a un service public. Là, voilà, on a un statut qui fait qu'on est de fait un service public. Les politiques disent qu'on va créer un service public. Et les politiques sont là pour définir c'est quoi le service public qu'ils doivent financer. Et nous, pour la culture, on est là pour le mettre en œuvre et traduire ces missions de service public, les traduire en activité, en contenu. Et c'est ce qu'on sait faire, quoi. Je pense que c'est assez... Ça ne pérennise pas forcément les financements, c'est tout aussi compliqué d'aller chercher de l'argent. Parce qu'après, on raisonne par briques, il y a des financements. Après, c'est vrai que les collectivités membres de l'EPCC s'engagent à contribuer à son fonctionnement. Donc, c'est des contributions de fonctionnement, c'est pas... Théoriquement, on ne devrait même pas avoir faire de subventions là-dessus. Ils n'ont pas forcément tous compris. Mais... parce que l'État n'a pas du tout compris. C'est très drôle parce que c'est l'État en ce moment qui pousse tout le monde à passer à ce statut de PCC. Et les gens qui comprennent le moins comment ça marche à la fois dans les DRAC, etc., ou même dans les conseils d'administration du PCC, ce sont les représentants de l'État. C'est pas forcément ça, mais l'État se comporte avec les EPCC comme si c'était une structure autonome demandant une subvention. Oui, comme si c'est-à-dire que pour les contributions de fonctionnement, à partir du moment où les collectivités créent le PCC, elles s'engagent à contribuer à son fonctionnement. Donc, la contribution de fonctionnement devient une dépense obligatoire sur les collectivités, parce qu'ils n'ont pas forcément tous mesuré. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc nous, au début du PCC, tout le monde se battait pour que les contributions ne soient pas inscrites dans les statuts. Le principe, on soit inscrit dans les statuts, mais pas le montant, parce que le montant qu'on estime être un montant plancher a très vite tendance à devenir un montant plafond. Donc maintenant, elles ont tendance à être inscrites dans les statuts pour que ça devienne une dépense obligatoire. Moi, j'ai dit ça. Oui, donc on a dans les financements publics qu'on reçoit en tant que PCC, il y a ce qu'on appelle les contributions de fonctionnement, que dans les internationales on appelle les subventions d'équilibre. Et ça, du coup, c'est des choses pour lesquelles on ne devrait même pas avoir besoin de demander des subventions, parce que ce ne sont pas des subventions, c'est des contributions de fonctionnement. Les collectivités, le PCC s'engage à contribution de fonctionnement, donc ça fait tant. On dit les missions, ça vaut tant. Il y a la première brique, les missions de base, ça vaut tant, chacun se partage. En théorie, si ça fonctionnait bien, ça serait ça. Et de fait, l'État continue de demander aux EPCC de faire des demandes de subventions tous les ans en remplissant les SARPA qui sont destinés aux associations. Ce qui est très bon. Moi, je barre, je remplis, je barre, pas association, EPCC, qui a déterminé le besoin, c'est vous.
C'est ce que je veux effectivement qui a déterminé, parce que c'est ça, je ne sais pas si vous avez vu des certains demandes de subvention pour l'État. Effectivement, normalement, c'est qui a déterminé le besoin, les usagers, etc. Et moi, je dis, c'est vous. C'est l'État, les collectivités, sur les TCC, vous avez déterminé les besoins. Donc, c'est ça. Pas de question. C'est toujours difficile de passer après 3 beaux exposés comme ça. Non, ce qui est assez marrant, et finalement, que je retiens et que j'ai pu voir, en fait, j'ai travaillé pendant 6 mois avec Philippe, à comprendre justement le fonctionnement de la coopération dans un établissement public de coopération culturelle. Je me suis posé la question de savoir si ça existait vraiment. Et s'il y avait vraiment de la coopération dans un statut juridique formalisé par un État. Et donc pour répondre d'abord à la question qui est posée, savoir si c'est ascendant ou descendant, pour confirmer ce que dit Philippe, c'est clairement pour les EPCC à l'initiative des collectivités territoriales. Alors que bizarrement, à l'origine, ce sont des acteurs qui, à partir de ce qui avait été offert par l'État comme méthode de fonctionnement, ils se sont mis à coopérer entre eux, naturellement. Et c'est l'État qui ensuite a formalisé ça au travers de ce statut juridique. Donc c'est intéressant de voir que ça a commencé comme quelque chose d'empirique, que les acteurs ont mis en place eux-mêmes, peut-être sans même le savoir, mais qui ont fini par être formalisés et repris par l'État comme étant le mode de gouvernance actuel. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir ce basculement-là qui a eu lieu. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont vraiment été dites, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment similaires, et qui prouvent qu'à défaut de pouvoir, comme on l'a dit en introduction, définir ce qu'est une coopération culturelle, eh bien finalement on peut la cadrer, la cerner par certains concepts ou certaines caractéristiques plus précisément. Donc on a beaucoup entendu parler de la volonté des acteurs. Et je pense que ça c'est extrêmement important. S'il n'y a pas de volonté commune des acteurs et de l'ensemble des parties prenantes de monter un projet ensemble, il n'y aura pas de coopération, il n'y aura pas de forme coopérative. Ça apporte aussi une certaine stabilité. Parce que dans le cadre des EPCC, comme l'a dit Philippe, il y a une contribution de fonctionnement qui est décrétée au départ. Et peu importe l'alternance politique, cette contribution, elle conservera plus ou moins elle a lieu d'être, puisqu'il y a un besoin qui a été défini à l'origine. Ensuite, on a parlé également de l'égalité, le niveau de discussion entre les différents acteurs qui se fait au même niveau. Il y a une discussion horizontale entre les acteurs qui est vraiment intéressante de ce point de vue-là. On a parlé également de travail en coprésence. C'est important que l'ensemble des acteurs soient présents dans un EPCC. La coopération, elle se fait lors des CA, parfois en dehors, ça dépend des structures, mais elle a bien lieu à un moment et tout le monde est présent autour de la table pour en discuter. Ça rejoint ce que disait Philippe sur chacun est à sa place et pour autant tout le monde y trouve son compte et chacun est dans son bon droit. Mais ça oblige aussi tout le monde à avoir une vision. Stéphane le disait au départ, il y a une volonté de participer à la vision du travail qu'on est en train de produire. Et donc, quand les collectivités s'unissent pour définir un besoin, enfin identifier un besoin et mettre les ressources en face pour y trouver une solution, elles ont besoin d'avoir justement cette vision. Et c'est là où tous les acteurs ont une carte à jouer, surtout en ce moment. Dans le contexte qu'on a évoqué en introduction, il y a cette notion d'incertitude qui est administrative, financière. Et on la retrouve aussi, il y a aussi un contexte de limite dans les fonds européens, la captation de fonds européens et captation de mécénat. Donc les acteurs actuels ont du mal à savoir où s'orienter. Et finalement, cette incertitude, elle crée un potentiel. Si on suit la logique purement de marché, on fait plus de profit quand la bourse fluctue énormément. Et donc ça veut dire qu'il y a de la place pour des acteurs de pouvoir s'engouffrer, entre guillemets, dans la brèche et ne pas abandonner ce pan de vision de la culture à un marché. Et donc on revient à ce que tout le monde disait, c'est-à-dire à aller là où personne n'avait été, puisqu'il y a la place de pouvoir le faire. Donc, ça c'est un ensemble d'éléments qui sont communs
aux 3 interventions, et également ce que j'ai pu observer au sein du CA de l'EPCC de la Maison de la Culture. C'est important aussi pour eux de pouvoir clarifier et de renforcer le projet dans cette configuration horizontale où finalement le directeur d'un EPCC il passe de saltimbanque, entre guillemets, à directeur de service public. Fatalement, quand il commence à discuter avec une préfète, il y a une discussion qui se fait plus facilement. Et donc il y a besoin de porter des personnalités fortes qui doivent porter ces projets. Et il ne faut pas hésiter à le faire parce que justement il y a la place pour le faire. Voilà. Enfin, après j'ai beaucoup de choses à rajouter, mais je peux passer à la parole. Justement, comme on parlait des financements, une autre question, je trouve, qui est posée par la mise en place de ce type de structure, alors peut-être un peu de façon différente dans le secteur public évidemment, c'est voilà, l'idée, je pense qu'on a à l'esprit quand on parle de mutualisation de coopération, c'est qu'on va être plus fort parce qu'on se regroupe, notamment au niveau des moyens financiers. Mais est-ce que ça c'est une réalité ou est-ce que ça coûte aussi cher de s'associer, de se regrouper? Est-ce qu'au départ, à la mise en place, ça demande aussi des dispositifs particuliers? Comment on fait pour s'en sortir et que ça devienne voilà, pérenne aussi? Une remarque par rapport à cela, c'est que concernant la question de est-ce que le regroupement apporte une plus-value, est-ce qu'on est plus fort à plusieurs? C'est l'adage, moi, mon expérience me prouve que c'est pas si évident que ça. Au sens que en mathématiques, on dit que mois par mois ça fait plus. Dans la réalité, mois par mois ça fait moins. Donc regrouper des structures fragiles en espérant que leur groupement les rende fortes, c'est pas le bon calcul. Alors c'est vrai que c'est le choix du modèle économique d'entrée, c'est-à-dire dans le fonctionnement des coopératives d'activité, il y a un postulat qui fait de la mission dite d'intérêt général qui est derrière une coopérative d'activité d'emploi, c'est qu'on propose, avec nos financeurs publics, en tout cas au départ, voire des financeurs privés, qu'au nom de cet intérêt général, il y a des besoins, évidemment, pour des moyens à mettre en place pour accompagner ou soutenir des gens, en tout cas, dans le développement de leur activité. C'est le cas des coopératives d'activité. Pour autant, dans la négociation, c'est de se dire, parce que c'est la question qu'on nous pose tout de suite, mais quel modèle économique est derrière et jusqu'à quand vous allez nous attirer de l'argent pour faire votre histoire. Alors, il faut être assez bien dans sa tête pour dire, mais jusqu'au moment où vous daignerez condamner l'intérêt général de cette mission. C'est-à-dire que, parce que pour autant, accueillir des nouvelles personnes au nom de cet intérêt général, c'est ouvrir la porte, effectivement, à des porteurs de projets, où on n'est pas sous l'angle de la sélection, pour autant, même si on regarde quand même l'adéquation de la personne et de son projet, c'est quand même important, notamment dans le champ culturel, mais il y a quand même un intérêt général derrière tout cela. Par contre, le deal, c'est qu'effectivement, cet intérêt général soit couvert par une partie liée à des financements publics, mais que la structure soit capable de produire de l'autofinancement pour la négociation, pour tenir cet équilibre économique en tout cas. Et l'autofinancement va dépendre d'une contribution des personnes qui produisent donc de l'activité. Une contribution dans les coopératives, c'est à peu près 10% de leur chiffre d'affaires. Une contribution au modèle économique d'ailleurs sur la partie back-office de gestion, de comptabilité, donc des services, notes de services, et que cette contribution va dépendre du volume d'activité qui va prospérer ou pas. Donc c'est un pari, c'est-à-dire donnez-moi 100 et je couvrirai avec 100 autres liés à l'autofinancement le fonctionnement de la coopérative. Alors le pari au départ il est un petit peu gagneux parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va produire. Par exemple, Artorel a un budget de 500 000 € de fonctionnement, de structure, pardon. Il y a 250 000 € de subvention et il y a 250 000 € d'autofinancement. Je prends un exemple un peu carré, c'est moins de 600 000 €. Avec la mutualisation, j'en reviendrai après. Au départ, c'est plutôt 90% de financement public et 10% d'autofinancement. Et puis, c'est au départ. Puis après, ça grandit au fur et à mesure, à condition qu'il y ait un développement de l'activité chez les artistes qui sont accompagnés.
c'est tout le défi. C'est-à-dire que c'est de rendre compte à nos financeurs publics que grâce à l'euro qu'ils ont consacré au nom de l'intérêt général, on leur rend en place quelque chose. Donc on équilibre notre structure avec ça. Et aujourd'hui, on a fait quand même une étude un peu plus sioux, après 10 ans. L'Eurométropole nous a proposé, avec un cabinet, un travail sur un indicateur, un marqueur d'impact social et de retour sur investissement. Et là, on a été jusqu'au bout de la démarche pour vérifier que quand l'État ou les collectivités donnait 1 euro à la coopérative au nom de l'intérêt général, à combien on pouvait mesurer en euros le retour sur cet investissement territorial. Et on a mesuré avec des indicateurs l'ensemble des parties prenantes de nos coopératives, questionnaire de salariés, enfin on y va, on fait un travail pendant 18 mois, et on arrive de façon, j'avoue, pas complètement empirique, parce qu'il y a quand même une étude, un cabinet qui travaille là-dessus, mais enfin il y a des subjectivités au départ des parties prenantes. Pour autant, on arrive à un indicateur SROI, Special Retour Investissement, de 5. C'est-à-dire que pour 1 euro versé, il y a un retour de 5 euros sur la collectivité. Ah, en termes de com, ça le fait. Hein. Vous avez un truc là quand même, c'est pas inintéressant. Mais on aurait pu en parler de façon sympathique. Là, on l'a mesuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la mesure pour le montrer. Et on n'a pas encore des indicateurs de bonheur et autres qui pourront encore compléter. Après, ils vont devoir beaucoup d'argent. Donc il faut trouver des subtilités dans la négociation dès le départ, quand on est une entreprise privée, de pouvoir trouver avec des moyens publics, au nom de l'intérêt général, un retour sur investissement, mais grâce à l'autofinancement, il y a des choses qui fonctionnent au sein de la coopérative. Ça, c'est un premier niveau de négociation qui fonctionne encore un peu. Comment on peut obtenir l'impact, l'outil d'impact le public? Ouais, alors c'est les cabinets qui servent à tous ces les ONG ont travaillé pas mal avec ce. Où on peut le trouver là, Tu prends Internet et puis tu tapes SROI, S-R-O-I. Et ça a permis, bon, c'est un travail qui a été fait pas mal dans les ONG justement par rapport au Pérou. Enfin, moi j'ignorais un peu cet indicateur, ce marqueur d'innovation, enfin d'impact social. Et c'est l'Eurométropole qui me l'a proposé parce que disait Stéphane, tu as quand même une communication toujours sympathique de dire vous inquiétez pas, vous me donnez de l'argent, mais on vous en rend autant sur le territoire, voire plus, mais on ne sait pas combien. Et alors on dit, bon, ok, à Paris, on vous envoie un cabinet, vous mesurez. Et on mesure, ça fait 5. Là, je me le sens mieux quand même. Hein. C'est quand même plus agréable pour la négociation ensuite, parce que c'est quand même toujours de la négo. Après, sur l'enjeu de la mutualisation des économies d'échelle, hein, c'était la question sous-jacente. Dans notre histoire, effectivement, on a créé d'autres coopératives, d'autres secteurs. Donc on a un ensemble maintenant de 4 coopératives d'activité d'emploi, pour à peu près 400 entrepreneurs dans l'ensemblier, autour de l'idée d'ailleurs d'un écosystème, c'est-à-dire de se dire cassons les frontières, un petit peu sur la problématique que posait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entre-soi est risqué. Comment sortir des frontières aussi, peut-être du champ culturel, pour aller voir aussi comment les agriculteurs, comment les gens dans les services à la personne et les gens des co-constructions raisonnent et travaillent sur des niches aussi, hein. Il n'y a pas que des grands marchés, hein, sur des comme tels, et comment tout ça va se croiser. Donc on a créé en quelques années donc ces 4 coopératives d'activité d'emploi, et puis pour mutualiser, on a mis une 5e un peu chapeau, qui est une SIC, l'intérêt collectif, où on retrouve effectivement comme sociétaires les 4 stocks métiers, filières, et puis des catégories, notamment des partenaires publics, des catégories qui sont des entrepreneurs issus de nos coopératives, qui sont créés en coopérative et qui nous rejoignent, des filiales, enfin voilà, on a créé ce petit écosystème qui a renvoyé à un besoin structurel de mutualisation, notamment sur les fonctions support. C'est-à-dire que le pari, c'était de dire, on n'a peut-être pas besoin de 3 photocopieurs, 4 comptables et 3 gestionnaires, on va peut-être jouer sur une rationalisation. Et en plus, on a structuré sous la forme de process. Donc on est revenu d'une aventure empirique et artisanale à quelque chose d'industrialisé. Mais en se disant, la paye finalement, il y a 400 payes à faire par an, ça pourrait être dématérialisé. Par mois, pardon. 400 payes par mois à faire, mais ça pourrait être dématérialisé. Il y a des services, notamment de la TVA, enfin il y a pas mal d'endroits sur lesquels il faut miser maintenant, à travers des outils numériques, à gagner du temps, à gagner donc des moyens et de l'argent. Et là, on va se dire qu'on va essayer d'optimiser nos coûts par la rationalisation comme telle. Pour autant, et c'est là où je te rejoins Luc, c'est qu'en même temps, c'est
orchestrer des machins pareils, il faut des fonctions support en management et en organisation, et un DAF, ça coûte plus cher qu'un comptable. Un RH, ça coûte plus cher que quelqu'un qui s'improvise dans l'entretien. Donc, quelque part, il y a un coût dans les fonctions support qui va devoir être supporté. Mais c'est le ratio à faire entre les choses, entre l'économie d'échelle que tu fais d'une part, l'écosystème qui est sur le territoire avec un ratio de 1/5 par rapport au retour sur investissement. Tu peux te permettre de payer aussi des fonctions support professionnelles pour accompagner effectivement les questions aujourd'hui. La réforme de la formation, ça envoie quand même un entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans et un entretien annuel tous les ans. Bon, quand on a 400 salariés, il faut y aller. Enfin voilà, c'est quand même des choses. Il faut du monde. Gérer du FSE, gérer des financements européens, des financements publics, avec des règles de minimis qui nous tombent dessus, où effectivement, quand on dépasse 200 000 € sur 3 exercices fiscaux, il faut changer de machine. Changer de machine, ça veut dire convaincre les collectivités publiques qu'on n'est plus sur une aide essentielle à un fonctionnement à tel niveau, mais là, on change et l'intérêt général doit être reconnu par un service d'intérêt public général. Vous avez, je pense, partagé ce genre de questions, ce qui fait que écrire un SIEG exempté, ça prend quand même un peu de temps avec les collectivités. Comment que ça, SIEG? Ah oui, alors, on a une règle européenne qui s'appelle l'aide des minimis, qui implique qu'une structure, notamment dans le champ culturel par exemple, mais aussi dans d'autres champs, ne peut pas percevoir plus de 200 000 € de subventions sur 3 exercices fiscaux. Donc ça va, et tout partenaire public confondu, ça va quand même assez vite. Elle peut, mais si elle va au-delà, il faut qu'elle justifie qu'elle n'est pas en concurrence déloyale. Il ne faut pas brouiller la libre et saine concurrence vue de Bruxelles. Bon, alors on a donc conduit un truc pareil, mais de fait, vous avez beau penser être le seul sur le territoire et faire un truc tellement original que vous êtes tout seul, c'est pas vrai. L'examen est un peu plus sévère que ça. Donc dès qu'on dépasse 200 000, il faut passer à un niveau au-dessus. Alors dans les aides d'État, on appelle le SIEG 500 000, donc vous pouvez aller jusqu'à 500 000 €, effectivement, c'est un autre cas de figure. Et puis, il y a le SIEG autre, panoramique, là, stratosphérique, qui est jusqu'à 15 millions d'euros. Donc celui-là, on va. Donc c'est ce qu'on est en train de tenter avec l'ensemble des coopératives aujourd'hui, mais ça renvoie nos juristes et nos collectivités au travail. C'est-à-dire que là, il faut quand même qu'ils bossent sur l'écriture d'un SIEG, notamment exempté. On est en plein dans cette nature même de travail actuellement avec le financeur public, parce que tout simplement, on n'a pas pu aller obtenir des subventions l'an passé sur une des coopératives, parce qu'on est passé les ministres, et que, vu les élections régionales, il y a eu quand même un petit peu d'actualité en 2015, ça n'a pas réagi tout de suite. Donc, on a pris quand même des bouillons de temps en temps. Donc, grandir, oui, changer d'échelle, oui, mutualiser, oui, mais gare au bouillon, quoi. C'est-à-dire qu'en passant, on peut ramasser quand même dur et un petit peu. Voilà, c'est juste un tour d'expérience. Je vais continuer sur mon anglement. En fait, s'il y a un anglement dans l'observation et sur les résultats, enfin sur les solutions, il y a aussi un anglement sur l'observation. Donc, en fait, moi quand j'étais étudiant d'économie, on se lamentait déjà sur la faiblesse de la compta nationale, qui était une observation, on va dire, très 19e de l'économie. On observe les stocks, on peut observer les stocks tant que vous voulez. Pas vous donner beaucoup d'informations sur l'économie nationale, et c'est un peu pareil pour le reste, c'est-à-dire que nos indicateurs, puisque Stéphane parlait des traceurs, des indicateurs, je pense que c'est là qu'il y a des enjeux très forts, parce que apprendre à regarder différemment, ça va nous permettre d'évaluer d'autres choses. Et par exemple, je fais souvent des interventions sur cette espèce de loi de Baumol, qui est quand même une arnaque intellectuelle consternante, donc même si c'est un keynésien, et qu'on pourrait le prendre dans notre camp, c'est quand même un imbécile heureux qui ne fait pas plus que celui qui a inventé les cours de l'affaire, donc pour vous dire à peu près le niveau intellectuel. Donc voilà, je renvoie les néo-keynésiens, nos ados. Bon, bref, en fait, quand j'interviens sur la loi de Baumol, justement, je décris à quel point l'observation de l'économie est archaïque. Puisqu'en fait, cette théorie des coûts fatals qui dit que plus vous mettez d'argent, moins ça avance, enfin en gros, schématisé, en fait, elle démontre à quel point l'observateur est en train de regarder le doigt du sage qui montre la lune. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous regardez à l'intérieur de la structure ce qu'elle produit, ça voudrait dire qu'on est encore dans des économies artisanales.
nous ne sommes ni plus dans une économie industrielle, on est dans des économies quaternaires, c'est-à-dire où les avantages des uns rejaillissent sur la capacité des autres. On n'est plus dans la compétition, on parle de coopétition. Ça veut dire que quelqu'un qui avance fait avancer autour de lui ses fournisseurs, même ses concurrents. Bon chat, bon rat, comme il y a un effet de synergie. Il y a un effet de synergie. Et du coup, ça change totalement l'idée qu'on se faisait qu'il y a forcément pour un gagnant énormément de perdants. Donc on reste dans une idée comme ça, je pense qu'on est loin de l'économie. On est encore dans les guerres napoléoniennes. Et donc, si on arrive à ouvrir de nouveaux outils d'observation, on va se rendre compte que les externalités de nos activités, elles sont très fortes. Mais encore faut-il les chercher. Quand vous cherchez une maladie dans un échantillon de sang, il faut que vous ayez une petite intuition de ce que vous cherchez. Vous n'allez pas développer un spectre d'analyse pour tel microbe, pour tel virus. Il faut chercher. Donc si vous n'avez pas une légère intuition des externalités, des métiers de l'éducation, de la santé et de la culture, vous remarquerez que je reparle de ces trois secteurs qui sont les trois secteurs dont avait parlé le Conseil national de la résistance. Ces trois secteurs-là ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils sont nécessaires à la vie humaine, c'est comme ça qu'ils ont été déterminés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, en tout cas, tout leur bienfait ne fait que leur poser des problèmes, parce que leurs bienfaits sont externes à leur activité. C'est-à-dire quand vous apportez de la culture à une population, elle va changer d'échelle, de pensée, de synergie, on parlait de ça. Par exemple, les Scandinaves, lorsqu'ils activent les fonds européens pour l'éducation de la culture, ont une vision très utilitariste de tout ça. Pour eux, ils augmentent la capacité de leurs individus à être concurrentiels sur un marché de l'emploi tendu. Je dis comme ça on fait. Vous n'avez pas l'impression qu'on fait l'éducation de la culture, mais simplement ils sont en train d'augmenter la compétitivité de leurs ressortissants. Mais c'est parce qu'ils sont déjà en train d'imaginer l'externalité de quelque chose. Ce n'est pas pour dévaluer la culture ou l'éducation, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur l'externalité. Les externalités de la santé, de la culture et de l'éducation, on n'arrive pas à les mesurer en France. C'est-à-dire qu'on mesure les capacités d'éducation au résultat au bac, on mesure la capacité de la culture à remplir des salles, et on mesure la capacité de la santé à ne pas faire mourir les gens. Regardez un peu le niveau des indicateurs aujourd'hui. Ils sont abominables. C'est-à-dire que dès qu'on y pense, on se dit, ça peut-être temps de s'y pencher. Et là, personne ne réfléchit. Personne ne réfléchit sur l'extension du domaine de la lutte. Personne. On reste sur ces indicateurs qui nous font du mal, qui font penser les élus comme tout un chacun, ils mesurent avec les indicateurs qu'on leur donne à utiliser. Et là, effectivement, on se fait énormément de mal. Lorsque une activité coopérative naît, elle transforme énormément de choses. Mais comment les tracer? C'est ça. Alors, on n'est pas au bouton, on ne va pas mesurer le bonheur collectif, quoique pourquoi pas, hein, on pourrait travailler là-dessus. C'est un joli jeu de dire qu'est-ce qui indiquerait le bonheur collectif. Est-ce que les gens se parlent plus d'une fois par jour entre eux, quand ils se croisent? Ça peut être un indicateur, j'en sais rien. En tout cas, on sait que ce qui a pu être mesuré comme effet induit des clusters, pour parler d'eux, c'est-à-dire le fait que des gens soient dans des secteurs différents ou connexes, qui se rencontrent au moins à la cafétéria une fois par jour, fait que tout d'un coup, on invente par exemple des biotechnologies. Pourquoi? Parce qu'on croise le biologique et l'informatique. On a pu trouver des nanotechnologies intelligentes. Pourquoi? Parce que des gens qui n'avaient rien à faire ensemble se sont croisés autour d'un plateau repas. Et ça, quelqu'un l'a mesuré? Non, bien sûr. On ne mesure pas l'impact de l'humain sur sa capacité à transformer les autres. Et là, tant qu'on n'arrive pas à inventer des indicateurs là-dessus, on restera dans des économies pré-industrielles. Mais pré-industrielles, c'est même pas industriel, c'est pré-industriel, puisque on est dans des unités de production qui mesurent leur capacité à produire dans le nombre d'objets qu'elles sortent. Donc, imaginez bien qu'on va encore avoir des crises de la surproduction. On fabriquera trop de pneus parce qu'il n'y a pas assez de voitures. C'est-à-dire que nos indicateurs économiques nous font faire n'importe quoi. Parce que quand vous mettez un économiste sur un modèle, il cherche la performance des indicateurs. Donc quand l'indicateur est mauvais, la performance est nulle à chier. Non, la Joker dans le sens où, par rapport à ce que je connais, on n'a pas de question de mutualisation, c'est pas la question qui s'est posée, donc on ne fait pas l'économie d'échelle.
parler d'indicateurs et de revenir à ce que vous avez dit sur les EPTP. Vous parliez de contrats qui étaient signés sur le long terme, enfin avec un projet sur le long terme. Mais par contre, dans des essais, certainement les acteurs qui ont des élus. Et du coup, mais c'est pas l'élu, c'est de la collectivité qui fait le PCC. Donc il y a des échéances électorales derrière. Ouais, mais en théorie, c'est justement le statut protège relativement par rapport à ça. Parce que c'est la collectivité, c'est pas parce que, en l'occurrence on va prendre l'exemple de la métropole d'Amiens, c'est pas parce qu'elle est de droite ou de gauche que le service public lié à la monoculture va changer. Nous, en tout cas sur l'histoire de la monoculture, par rapport à la métropole, ça va changer. Là, ça vient de changer un petit peu avec les départements, mais à partir du moment où c'est la collectivité par rapport à ces missions, la mission du... l'objet d'une métropole ou d'un département, ça change, mais d'une collectivité en soi, quelle que soit sa couleur politique, normalement, il n'y a pas de raison que ça change. C'est vrai que nous, on a la chance de ne pas avoir la région dans notre administration, mais si ça avait été Marine Le Pen, présidente de région en Nord-Pas-de-Calais, je pense que ça aurait considérablement changé notre vision des missions telles qu'elles sont définies par la région. Mais normalement, nous, ça n'a pas changé. Hein. C'est pas le... Parce que l'élu, c'est vraiment c'est la collectivité qui crée le PCC, l'élu il est juste là. En tout cas, dans ce que moi j'ai vu, ça n'a pas changé. Mais ça peut, après derrière les choses, il peut y avoir des tracasses, mais qui ne sont pas liées au statut, c'est vraiment des trucs de personnes qui peuvent se faire derrière. Du coup, la mairie a changé l'année dernière, donc au contraire, ça se passe encore mieux avec une mairie de droite qu'avec une métropole de droite et une métropole de socialiste. Je ne suis pas dit de gauche. Je pense que... Non, on va s'arrêter là. C'est pas gauche. Je pense que le fait que c'est dans le monde de la culture, ça peut être compliqué de travailler avec des collectivités PS, c'est pas spécifique à la Picardie. On dit ils ont trop d'amis et trop d'idées. Et pour compléter ce que dit Philippe, justement, en fait, le fait d'avoir un certain nombre d'acteurs autour de la table, quand il y en a un qui décide de sortir, les autres discutent avec lui. Et donc c'est justement le contrepoint à ce que tu dis, c'est-à-dire une personne qui viendrait, de par sa puissance dominante, imposer son point de vue en disant moi je pèse plus gros, donc je décide que comme c'est pas mon champ, je me retire. Il peut le faire, mais il peut le faire dans un cadre déjà, et ensuite les autres discutent et peuvent, en discutant, trouver des solutions à cette situation compliquée. Par rapport au monde associatif, il y a un effet inertiel plus fort. C'est-à-dire que vous êtes obligé de... La décision, vous la prenez maintenant, par exemple, de quitter le PCC, mais elle sera valide beaucoup plus tard. Alors que, pour avoir vécu cette situation à Forbach, quand le département a décidé de partir en cours d'exercice budget voté, il n'y a pas de coût à ça. Le coût politique, il est mineur, puisque finalement, c'est même assez démagogique de dire qu'on en a marre d'aider ces guignols-là qui font les ozos sur des scènes. Je renvoie au nouveau président de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc si on peut dire ça, on peut même en faire un argument politique, la sortie. Donc il n'y a pas de coût, il y a peut-être même un avantage à faire n'importe quoi dans l'action publique, et jamais un préfet de région va venir vous tirer l'oreille si vous êtes sorti d'une association. Sur un EPCC, c'est un peu plus lourd, la conséquence administrative est beaucoup plus lourde. De toute façon, il faut... une collectivité qui voudrait sortir d'un EPCC, c'est très rigide, c'est-à-dire que si le département veut se retirer, il faut qu'il en informe le conseil d'administration avant le 1er avril de l'année en cours, alors qu'il s'est décidé à la tour. Et la décision ne serait validée que si le conseil d'administration est d'accord avec la décision. Et c'est effectif qu'au 31 décembre 2016, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'une collectivité décide aujourd'hui, vous avez sorti au 31 décembre, à la condition que le préfet de région maintenant accepte. Donc, un président de département qui va décider, bon, je coupe les 300 000 € que j'ai à l'Assemblée nationale avec une association, et puis je vais réussir à faire mousser en disant, voilà, c'est du gaspillage en joli. Et s'il fait ça, ça veut dire qu'il va se coller l'État sur le dos, parce que le préfet, il est super content, il va se coller les autres collectivités, peut-être probablement la métropole ou la commune qui peut être du même bord politique que lui, la région, ça va beaucoup de PCC, il y a tous les niveaux, et c'est beaucoup plus compliqué. Alors ils peuvent baisser nous ce que le département a fait, et ce qui est assez fourbe en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de contribution, de fonctionnement, et puis après des financements fléchés. Les contributions de fonctionnement sont celles des membres, des collectivités membres de l'EPCC qui servent à financer l'émission de base avec les zones définies. Et après, si on veut faire plus, ou si on dit que l'activité nécessite des moyens supplémentaires, il faut aller chercher soit de l'argent
un peu d'entreprise, soit l'accès de billetterie, soit des financements européens, des financements fléchés sur la structure, etc. Et nous, le département, là, nous était très fort, mais je sais pas comment on a fait les états. Avant, il donnait 300 000 euros de contribution de fonctionnement. Ça descendait un petit peu, c'est devenu 280. Et puis après, donc, finalement, ces 280 000 euros, on va les flécher. Donc il y en a 166 000 qui sont en contribution de fonctionnement. Et après, il y en a 60 000 qui sont sur tel truc, etc. Donc on se retrouve en fait, mais pour eux, ils donnent toujours la même chose. À 20 000 euros près, on va dire, donc c'est pas. On avait essayé même pas de 10%. Enfin, non, c'est pas vrai, la contribution de fonctionnement, elle est passée de 300 000 à 166 000. C'est une putain de messe. Parce que c'est ça qui nous sert à payer. Je sais pas, vous avez dû forcément voir dans les cours l'histoire avec Unidos. Unidos, c'est mise à carte, justement, ça donne une vision assez intelligente et visible des activités d'une structure comme celle nationale. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les subventions d'équilibre, nous, les contributions de fonctionnement. Le petit fonctionnement, et ça détermine le disponible artistique. Quoi. Dans la maison de la culture d'Amiens, il n'y a pas très longtemps, le disponible artistique, il était d'1,8 million en gros, et là, aujourd'hui, il est de 750 000. Donc, pour garder la même activité, ça veut dire qu'il a fallu que